Ok, donc je me présente, je m'appelle donc Rémi Navarron. Certains peut-être me connaissent déjà. En effet, je suis déjà intervenu pour RMS sur des sujets divers et variés. Et aujourd'hui, l'invitation, c'était pour parler du capital immatériel. Alors moi, ça me va bien parce qu'en fait, à chaque fois, ce que j'ai essayé de faire avec vous, avec ceux qui ont suivi un peu RMS, c'était toujours partir de l'organisation et puis aller vers la relation de soins. Étant entendu que la relation de soins ne peut pas exister si on n'a pas une organisation qui la rend possible. Et c'est ce que je vais essayer de faire encore ce soir, alors peut-être de façon un peu plus labyrinthique, parce que ce soir j'aimerais vous parler de zombies, j'aimerais vous parler de la Hollande, j'aimerais vous parler de l'Airbus qui s'est écrasé en Atlantique, le fameux vol Rio-Paris, de l'enquête du BEA qui va avec, et j'aimerais vous parler des soirées crêpes en EHPAD. Tout ça pour parler du soin, en fait. Donc peut-être que ça sera un peu plus labyrinthique que d'habitude. Peut-être que vous trouverez quelque chose là-dedans qui vous parlera, qui vous dira quelque chose. On verra. Vous me direz à la fin. Évidemment, je parle encore une fois sous votre contrôle en ce qui concerne les sujets hospitaliers, puisque je ne suis pas moi-même soignant, et il vaut mieux pas, pour le coup. Donc, j'aimerais commencer par vous parler des zombies. Ça peut paraître étrange, mais vous a pas échappé que depuis à peu près 10 ans, les zombies sont de retour. On les voit partout, ils envahissent la télé, le cinéma, on les retrouve même dans les bibliothèques. Mais en fait, c'est intéressant parce que quand on regarde ces histoires de zombies, on voit très rapidement que c'est pas vraiment des histoires de zombies qu'on nous vend. En fait, à chaque fois, très rapidement, les histoires de zombies, c'est plus des histoires d'hommes, de ce que deviennent les hommes lorsque notre monde s'effondre. Et c'est ça, au fond, qui est intéressant dans les histoires de zombies, pas tellement les zombies en eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand tout ce qui régule, tout ce qui organise institutionnellement nos relations, eh bien, lorsque ça s'effondre, quand il n'y a plus d'État, quand il n'y a plus de justice, et même quand il n'y a plus certaines technologies. À ce moment-là, le plan se resserre, et là, on s'intéresse. J'espère que je ne déplais pas à quelqu'un. Donc soudainement le plan se resserre et puis on s'intéresse aux communautés d'hommes qui sont chargées d'essayer de se réinventer en quelque sorte. On se concentre sur les relations humaines nues, c'est-à-dire les relations humaines sans leur codification institutionnelle. En fait, c'est comme si par une sorte de réaction chimique, on cherchait à obtenir le précipité de notre vivre ensemble, à revenir au rapport humain. À revenir à nos rapports humains, je suis perdu, peu importe. Au bout du compte, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les films de zombies, les séries de zombies, tout ce qui peut concerner les zombies, c'est toujours une menace, et c'est ce qui menace précisément notre rapport à nous, notre rapport humain. De l'autre côté des murs, de l'autre côté des barbelés, comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien, il y a des zombies, c'est-à-dire ceux qui ne parlent plus. Ceux qui grognent mais qui ne parlent plus. Ils incarnent justement une existence totalement déliée. Ils sont une simple addition d'individus qui marchent, walking, mais qui sont déjà morts. Et voilà ce qui nous hante. Ce qui nous hante, c'est que notre espace social devienne une simple agrégation de corps qui vivent une vie sans âme, sans sens. Et ce souci, eh bien, on le vit aujourd'hui dans nos organisations. On est à une espèce de grand carrefour aujourd'hui où il y a des gens qui soulèvent un petit peu cette question du sens dans les organisations dans lesquelles nous travaillons. On s'interroge. Comment est-ce qu'on peut mieux vivre dans nos organisations? Comment faire en sorte que tout ce qu'on vit ait du sens, à moins que nous soyons déjà potentiellement des zombies? Alors il y a une sorte d'hystérie aujourd'hui. On prend la question à bras-le-corps, on l'étiquette d'anglicisme qui vous auront pas échappé. On parle de team building, parler de la construction des équipes. C'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent en faisant du team building, en consulting. On parle, il est moins connu lui, on parle de team bonding aussi, pour parler de ce qui resserre les liens à l'intérieur du groupe, comment on peut travailler sur les liaisons d'équipe. Bon, vous connaissez aussi le community management,
d'ailleurs c'est intéressant, on fait beaucoup référence à la communauté aujourd'hui. On parle même de la communauté soignante. Et vous avez remarqué que la communauté, c'est pas la société. La communauté, c'est l'idée que on aurait des valeurs et un bien en commun. Alors que la société, ça veut juste dire que nous sommes des associés, comme son nom l'indique. Donc, et le dernier en date, vous avez peut-être entendu parler de ça, on doit cette invention à un ancien de chez Google, Chen Mengtan, qui a inventé eh bien, le Chief Happiness Officer, vous avez peut-être voilà, le chef chargé du bonheur qui s'occupe des conditions pour rendre heureux au travail. La question du travail, de toute évidence. Bon alors, on est d'accord, quand on voit tout ça, on peut être pris d'une crise de sarcasme assez aiguë, parce que ces slogans, on n'est pas aveugle, ils ne s'intéressent pas vraiment au vivre ensemble en lui-même. Ils ne font pas du vivre ensemble la finalité. Non, il s'agit plutôt d'un levier habile, stratégique, à des fins productives. Ça n'a échappé à personne. Mais reste que la question est posée. Qu'elle renvoie bien à une de nos aspirations profondes. Comme si aujourd'hui, même si Lord Voldemort ou Sauron décidaient de faire une équipe pour envahir nous les humains, il faudrait qu'ils fassent du team building avec leur équipe et qu'ils s'intéressent à avoir un Chief Happiness Officer. Donc on voit que les choses changent. Et alors on pourrait me dire, oui, mais tout ça c'est l'apanage des jeunes start-upers, des néo-hippie-tech qui se rendent dans leurs locaux de la Silicon Valley en skateboard tout en sirotant un jus papaye carambole. Mais c'est pas vrai. Et d'ailleurs, apparemment, la Silicon Valley n'est pas le coin le plus progressiste sur Terre en matière de bien vivre organisationnel. En témoignent deux livres édifiants, très très édifiants. D'abord les études de Michel Manansky, qui a créé un centre d'études qui s'appelle Elephant in the Valley, où elle montre les conditions de travail dans la tech, et c'est juste absolument déplorable, c'est complètement incroyable. Et puis également Emily Chang, qui a écrit Brotopia. Alors, si vous voulez lire un bon livre sur la tech, je vous le conseille, parce qu'il est juste la condition de la femme dans la Silicon Valley. Bref, je vous laisse découvrir, c'est absolument édifiant. Alors, vous pourriez me demander pourquoi je commence par un plan aussi large. Peut-être que Steve commence à me regarder inquiet en se disant, après tout, je ne le connais pas tant que ça, Rémi, j'ai laissé la parole, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que justement, aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler avec vous, c'est la question de l'environnement capacitant. Ce qu'on appelle l'environnement capacitant, je vais essayer de préciser un petit peu tout ça, mais je crois que c'est le point névralgique de toutes les questions sur lesquelles on est censé se réunir ce soir. Avec l'idée que la relation de soin, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister s'il n'y a pas un environnement organisationnel qui la suscite et qui l'entretient. C'est-à-dire que la question du soin, c'est une question écosystémique, presque immédiatement. Et la relation de soin, elle engage toute l'organisation, et donc elle nous pousse, et vous connaissez déjà tous cet adage, on l'entend très souvent, mais elle nous pousse à prendre soin du soin, justement. Alors pour commencer, aujourd'hui, je me suis intéressé à un monsieur qui en ce moment fait beaucoup parler de lui. Je vais vous en dire deux mots. C'est Laloux, que vous pouvez voir derrière. C'est un grand best-seller du management actuel. Mais c'est pas juste des best-sellers, il y a des choses très intéressantes derrière. Je vais essayer d'évoquer ça avec vous. Mais pour ça, je voudrais proposer de commencer par un plan large et parler de nos organisations, quelle que soit l'organisation où vous travaillez. Celle qu'on arpente au quotidien, celle où chacun s'affaire avec ses soucis, ses urgences, etc. Je sais pas vous, mais moi, je travaille dans des organisations assez différentes, en fait. Ça peut être le lycée, l'université, tout un tas de choses, même l'hôpital. Et j'aime bien essayer d'imaginer avec quelle métaphore je pourrais parler de cette organisation. Est-ce que c'est une fourmilière ? Parfois, ça peut être une image marquante. Est-ce que c'est un bâtiment en mer, etc., etc. Et la question avec laquelle je vais ouvrir cette partie, c'est justement avec quelle métaphore, à travers quelle métaphore on pense nos organisations. Ça peut paraître un détail, mais en fait, ce que nous explique justement Frédéric Laloux, c'est que c'est essentiel. Donc le livre de Frédéric Laloux, qui fait tant de bruit depuis quelques années, qui s'appelle Reinventing Organizations, alors c'est pas du tout en anglais, juste je sais pas, le titre était peut-être plus vendeur en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, Laloux commence par brosser un peu à grands traits l'histoire sociale humaine, pour rappeler en fait les grands modèles, on utilise le mot les paradigmes qui
nous ont permis de penser le vivre ensemble. Mais en fait, on n'a pas toujours eu les mêmes modèles et les mêmes paradigmes pour penser le vivre ensemble. Par exemple, bon, vous êtes tous au courant qu'à un moment, il s'est passé un truc dans l'histoire humaine, c'est le néolithique. On a commencé à sédentariser, etc. C'était pas si simple que ça, d'ailleurs, le néolithique. C'est pour ça que ça a mis autant de temps à se mettre en marche. Il y avait beaucoup de maladies, etc. Mais vers moins 10 000, il y a une organisation sociale qui est apparue et qui s'est structurée autour de l'idée du chef, avec un chef qui était garant de l'ordre social. Alors ce chef, évidemment, il faisait usage de la force quand c'était nécessaire, mais au fond, il était le ciment, véritablement, du groupe. On a un exemple de ça. Il y a une sorte de résurgence contemporaine, c'est le gang. Dans le gang, il y a un chef qui pose véritablement la loi, sa loi en l'occurrence, par un acte de force. Ça peut vous rappeler certains services également. Et puis, vers moins 4000, vous inquiétez pas, je vais faire vite, je ne vais pas m'attarder sur toute l'histoire de la construction sociale, rassurez-vous, surtout, je vais quelque part, promis. Soyez patients, mais promis, je me dirige quelque part. Mais vers moins 4000, en Mésopotamie, il est apparu autre chose. Une vision beaucoup plus complexe du monde, tout simplement parce qu'il était en train de naître ce qu'on appelle des proto-empires. Et est apparue l'agriculture à grande échelle. On a commencé à intérioriser les règles, et pour gérer ces agricultures à grande échelle, pour gérer ces grandes échelles, eh bien tout simplement on a inventé quelque chose que vous connaissez bien, que des fois on aime, que des fois on regrette, ce qu'on appelle l'administration. L'avantage de l'administration, c'est qu'elle apportait une stabilité, véritablement, grâce à sa hiérarchie. Elle permettait d'avoir un roc, véritablement, dans la gestion. Et puis il s'est passé quelque chose. Au XVIIIe siècle, avec les grandes révolutions successives dont vous connaissez peut-être des noms comme ça, Newton, Kepler, Galilée, etc., eh bien, ça a amené dans son sillage les révolutions scientifiques, ça a amené dans son sillage, les révolutions industrielles, et notre monde, on a commencé à le percevoir différemment. On a commencé à le percevoir, notre monde, comme une sorte de système mécanique complexe, mais qu'on pouvait étudier, qu'on pouvait comprendre. On pouvait comprendre les grands rouages du monde. D'ailleurs, chez Newton, on parle de la mécanique classique, ce qui dit déjà quelque chose avec le terme de mécanique. Et bien, au même moment sont nées les organisations sur le même modèle. C'est-à-dire, au même moment est né le taylorisme, l'organisation scientifique du travail, etc., etc. Avec l'idée que l'entreprise, l'organisation, c'était une machine, avec des rouages. On connaissait les rouages de l'organisation et on pouvait donc les maîtriser et on pouvait faire un objet, l'organisation pouvait faire l'objet d'un contrôle rationnel. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir, quand on s'est mis à penser les entreprises comme des machines, et l'être humain donc comme une ressource à positionner dans la machine, pour le coup, eh bien, est né le management par objectif, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on est tributaire encore, aujourd'hui, de ce paradigme. Regardez, on parle de nos organisations toujours dans un langage d'ingénieur. C'est-à-dire, on en parle comme si c'était une machine. On parle par exemple alors dans l'entreprise privée, on parle beaucoup de input, output, mais on parle sinon des ressources, de l'optimisation, de l'accélération, du déploiement. C'est-à-dire, on entend, c'est toujours des termes machiniques pour parler de notre entreprise. Et si votre organisation est une machine, vous êtes donc un rouage, avec le peu de latitude dont vous disposez. Puis un truc qui s'est passé. Il s'est passé aux alentours de 1960-1970, et la contre-culture qui est arrivée. Et cette contre-culture, elle a amené un nouveau paradigme, elle aussi. On a voulu arrêter de penser l'organisation comme une machine. On l'a plus pensé comme une famille, comme une communauté. Et on en voit les résurgences avec ce qu'ont pu être certaines firmes technologiques avant de devenir des superbes empires de la GAFA. Ils étaient justement pensés sur le modèle de la communauté, avec toute une culture hippie derrière qui était extrêmement présente pour le coup. Le salarié à ce moment-là n'est plus un rouage, il est celui sur qui je dois veiller. C'est comme ça qu'est née la culture des valeurs, le respect des parties prenantes, etc. J'ai eu l'occasion, dans le tout premier colloque RMS, de parler de Ben & Jerry's comme un modèle justement de ce type. Mais il y a aussi Southwest Airlines, il y a plein d'entreprises, un petit peu Castorama, si vous achetez vos outils là-bas. Donc, le problème c'est quoi? C'est que ces entreprises qui naissaient avec ce modèle de la famille, etc., elle devait aussi essuyer un grand désarroi devant le décalage entre les valeurs sur le papier, dire on veut faire exister les valeurs dans l'organisation, et puis la réalité qui était évidemment bien différente. Et puis, ce modèle de la famille posait beaucoup de problèmes. Tout à l'heure, tu parlais d'un leadership démocratique, les choses s'effondrent.
On sait aussi que c'est ce paradigme qui a été en échec, le paradigme de la famille, de penser les choses comme une famille, précisément parce qu'elle fonctionnait au consensus. Et vous savez tous que quand on prend une décision au consensus, on prend aucune décision, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours le risque d'une paralysie par le consensus, qui peut être très inquiétant.